D'abord, des métaux, pourquoi sont-ils rares? Pourquoi est-ce qu'on les appelle rares? On les appelle rares parce qu'ils sont dilués dans l'écorce terrestre. Ils sont beaucoup plus dilués que le fer, le cuivre, le zinc, qui sont des métaux abondants. Mais en revanche, on en trouve partout. Nous, Européens, n'avons pas voulu ces dernières années, c'est même ces dernières décennies, produire ces matériaux. C'est une erreur? Ah, moi je crois que c'est une complète erreur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu le faire? Non pas parce qu'on n'a pas les ressources, simplement c'est polluant de les extraire. Et donc du coup, on a préféré laisser d'autres pays, généralement pauvres, produire ces matériaux à notre place. On a fermé les yeux sur la pollution, on a fait la politique de l'autruche, on les a laissés se dégueulasser, pour dire les choses simplement, pour pouvoir, nous, se contenter de les racheter, les mettre dans nos technologies vertes, notamment, et dire, regardez, on est propre. La France doit se tourner vers les pays africains pour sécuriser ses approvisionnements, et notamment on se dit, mais comment est-ce que nous allons déployer une diplomatie active à l'endroit, par exemple, de la République démocratique du Congo pour ce cobalt dont nous avons besoin. Et c'est là que la diplomatie française, très progressivement, très lentement, trop tardivement par rapport à la Chine, s'active avec cette question. Qu'est-ce qu'on offre aux Africains en échange de la matière qu'ils vont nous donner? L'Europe consomme 20% des métaux produits dans le monde. Est-ce que ce ne serait pas normal que l'on produise 20%, enfin, la totalité de ces métaux-là, que l'Europe représente 20% de la production mondiale de métaux, que nous assumions le coût écologique et que de la sorte, nous ayons une transition écologique qui soit juste? Les voitures électriques, Ousmane, c'est la moins mauvaise des solutions. Une voiture électrique est aussi propre que les métaux qu'elle contient et de la façon dont ils ont été extraits. Elle est aussi propre que l'électricité qui a été nécessaire pour raffiner ces métaux. Moi, je crois qu'il faut aller vers l'électrique parce que le grand sujet, la grande urgence, c'est le réchauffement climatique. Néanmoins, je pense qu'on est en train de recréer des problèmes, différents problèmes écologiques, dont on ne prend pas conscience parce que toute notre attention est portée sur les émissions de CO2, mais on ne voit pas tous les autres postes de pollution, et on va se prendre tout ça dans la figure dans 25-30 ans. Bonjour et bienvenue sur QG. L'écologie, c'est le combat du siècle. C'est même une priorité pour le président de la République. Le 18 septembre, la feuille de route du gouvernement pour la planification doit être dévoilée. Et écoutez bien, le plan a pour ambition de réduire de moins de 55% en 2030 les émissions de CO2 en France. Mais pour arriver à ce point-là, les entreprises françaises vont devoir aussi changer leur action dans le monde, notamment sur les métaux rares. Pour en discuter, nous recevons Guillaume Pitron, journaliste et auteur à succès, notamment avec le livre « La guerre des métaux rares ». Bonjour. Bonjour. La France est dépendante en matières premières. Quelle est notre stratégie? Vaste question. D'abord, la France est dépendante de certaines matières premières, pas toutes. Et en l'occurrence, on parle ici plutôt de matières premières minérales. C'est la dépendance qui est la plus accrue des matières premières minérales qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Et donc la France a besoin pour mener la transition énergétique, et c'est là qu'on revient à la question de la planification écologique, elle a besoin de lithium, de cobalt, de graphite, de nickel, de manganèse, de cuivre, de fer, qui sont des ressources qui sont indispensables pour pouvoir atteindre les objectifs zéro émission, ou en tout cas baisse des émissions de CO2. Notamment pour les voitures électriques, par exemple. Puisqu'il faut ces ressources pour les batteries des voitures électriques, il les faut également pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, le silicium métal est nécessaire pour les panneaux solaires, et puis il faut du cuivre pour pouvoir faire transiter l'électricité dans des réseaux à haute tension. Tout cela, c'est de la ressource. Or, effectivement, on ne produit pas ces ressources. Il y a des ressources que l'on produit, on reproduit des ressources alimentaires, par exemple. On sait où aller chercher notre pétrole, on a une stratégie de sécurisation du pétrole depuis des décennies qui fonctionne relativement bien. Mais en revanche, en fait de ressources minérales, là, c'est le grand vide, et nous sommes complètement dépendants de certains pays producteurs, y compris d'ailleurs africains, pour nos approvisionnements. Notamment le RDC. Alors, la République démocratique du Congo est le pays qui, aujourd'hui, produit le plus de cobalt. C'est le producteur à près des 2/3 des besoins mondiaux de cobalt. Or, vous avez, Ousmane, du cobalt sur vous. Vous avez quelques grammes de cobalt
pour faire fonctionner la batterie de votre téléphone portable. Et comme la batterie de la voiture électrique est un peu plus grosse que la batterie de votre téléphone portable, il faut beaucoup plus de cobalt. Or, c'est en RDC qu'il faut aller chercher cette matière. Mais l'Afrique regorge de ressources. Elle regorge de lithium, par exemple. On trouve du lithium au Ghana, au Zimbabwe, en Namibie, mais également des terres rares. Les terres rares, c'est une classe de métaux rares qui permet de faire fonctionner les moteurs de la plupart des véhicules électriques. Or, les terres rares, il y a des gisements en Afrique du Sud, et déjà de l'exploitation en Afrique du Sud. Il y a du manganèse en Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on a besoin de l'Afrique. Nous, Européens et plus précisément Français, on va avoir toujours plus, davantage besoin de l'Afrique pour pouvoir sécuriser nos besoins en métaux. Alors aujourd'hui, avec l'actualité, les changements de régime récents, est-ce que notre stratégie fonctionne toujours? Surtout qu'il y a un France bashing dans certains pays africains. Comment on s'en sort? Alors, on peut répondre à votre question sous l'angle de plusieurs minéraux, mais bon, par exemple, l'uranium est un minerai qui est extrait à Arlit, au Niger. La France a toujours une stratégie d'approvisionnement en uranium pour faire tourner évidemment les centrales nucléaires en ayant le Niger dans sa palette de sources d'approvisionnement, mais elle les a diversifiés, ces approvisionnements, ces dernières années, y compris en allant se tourner vers le Kazakhstan, vers le Canada. Donc certes, la situation récente au Niger pose évidemment un problème pour la France, mais compte tenu de la diversification de ces approvisionnements, on peut considérer que le risque est maîtrisé sur ce plan-là. Il y a d'autres, alors le Gabon évidemment est un sujet, il y a du manganèse au Gabon, l'avenir dira si cela pose potentiellement des problèmes. Plus généralement, la France doit se tourner vers les pays africains pour sécuriser ses approvisionnements, et notamment se dit, mais comment est-ce que nous allons déployer une diplomatie active à l'endroit, par exemple, de la République démocratique du Congo pour ce cobalt dont nous avons besoin. Comment diversifier également nos approvisionnements qui viennent pour une partie d'entre eux de Chine, un pays qui ne partage pas forcément notre vision des affaires du monde, qui n'a pas forcément la même vision de ce qu'est la libre circulation des flux de matière à travers le monde. Et donc comment est-ce que l'Afrique peut nous permettre de diversifier nos approvisionnements? Et c'est là que la diplomatie française, très progressivement, très lentement, trop tardivement par rapport à la Chine, s'active avec cette question. Qu'est-ce qu'on offre aux Africains en échange de la matière qu'ils vont nous donner? Comment sera le partenariat? Parce qu'on est en train de perdre la main sur le continent africain, ou on l'a déjà perdu? On l'a largement perdu depuis très longtemps à bien des égards. Mais si je devais le regarder sous l'angle des matières premières métalliques, des métaux de la transition énergétique, la France, à ma connaissance, n'extrait pour son propre intérêt, ou n'achète quasiment pas de ressources directement au continent africain. C'est la Chine qui, depuis très longtemps, soit parce qu'elle a acheté les mines, soit parce qu'elle a, avec des contrats de long terme, sécurisé des approvisionnements de certaines matières premières provenant de certaines mines sur plusieurs années. C'est la Chine qui achète une bonne partie des ressources africaines. La Chine a besoin de ces ressources pour sa propre transition. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les métaux rares sont en Afrique, et pas tous, une partie, mais le distributeur, c'est la Chine. Donc on repasse par la Chine, c'est ça? En fait, si vous voulez, d'abord des métaux, pourquoi sont-ils rares? Pourquoi est-ce qu'on les appelle rares? On les appelle rares parce qu'ils sont dilués dans l'écorce terrestre. C'est-à-dire que si je dois creuser un trou sous la maison de la conversation, à l'instant où on se parle, pour extraire quelques grammes de je ne sais quel métal rare, il va falloir que je creuse un trou très profond pour pouvoir en extraire quelques grammes. Ils sont beaucoup plus dilués que le fer, le cuivre, le zinc, qui sont des métaux abondants. Mais en revanche, on en trouve partout. On en trouve sur tous les continents, et on en trouve y compris au fond des océans. Donc ils sont rares dans une certaine mesure, mais finalement ils sont aussi également très présents sur de nombreux continents, et donc finalement ils ne sont pas si rares que ça. Aujourd'hui, il y a des pays qui produisent ces métaux et qui se sont spécialisés dans la production de ces métaux. C'est pas qu'ils ont toutes les ressources, mais c'est qu'on les a laissés prendre le leadership de la production de ces métaux. C'est notamment le cas de la Chine. Mais il y a d'autres pays qui, par exemple, assurent la production de lithium, comme par exemple la Bolivie, le Chili de plus en plus, et puis l'Australie. Et puis le cobalt, c'est plutôt la RDC, la République démocratique du Congo. Et puis le nickel, c'est plutôt l'Indonésie. Donc on a comme ça des pays qui sont venus leaders, chacun sur certains types de métaux, et c'est la Chine qui produit le plus de ces matières premières. Soit elle les produit parce qu'elle les extrait, soit elle les produit parce que non pas elle les extrait, mais elle les raffine. Donc elle va chercher le cobalt au Congo. 80% du cobalt produit par les Congolais, du Kinshasa, termine
en Chine, à l'état non raffiné, pour être affiné en Chine. D'accord. Et donc la Chine, à un moment ou un autre de la chaîne de valeur, pour fabriquer ma fameuse voiture électrique ou mon téléphone portable, eh bien en fait contrôle, que ce soit l'extraction ou le raffinage. Donc de toute façon, à un moment, tous les chemins mènent à Pékin. Toutes choses égales par ailleurs, mais c'est presque vrai. Et nous devons passer par la banque chinoise, si je puis dire, la banque de métaux, pour pouvoir, derrière nous, avoir les ressources. Et c'est là que ça pose un problème de dépendance et de souveraineté sur nos approvisionnements matières premières. Oui, parce premières. que si j'ai bien suivi toutes vos interviews et bien lu votre livre, vous, le fait que ça passe par la Chine, c'est un problème. Vous parlez de souveraineté. Normalement, ça serait mieux que ça passe par l'Europe, si j'entends bien, pour pouvoir tout maîtriser. Si vous voulez, nous, Européens, n'avons pas voulu ces dernières années, c'est même ces dernières décennies, produire ces matériaux. C'est une erreur ? Ah, moi je crois que c'est une complète erreur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu le faire? Non pas parce qu'on n'a pas les ressources. Il y a plein de ressources en Europe. On pourrait extraire du cuivre, de l'antimoine, des terres rares, du lithium, pour ne citer que ces ressources. Simplement, c'est polluant de les extraire. La mine, c'est sale. Personne ne veut de la mine. Et donc, du coup, on a préféré laisser d'autres pays, généralement pauvres, généralement avec des réglementations environnementales, sociales, plus souples. Vous êtes gentil, carrément laxiste. Produire ces matériaux à notre place. On a fermé les yeux sur la pollution, on a fait la politique de l'autruche, on les a laissés se dégueulasser, pour dire la chose simplement, pour pouvoir, nous, se contenter de les racheter, les mettre dans nos technologies vertes, notamment, et dire, regardez, on est propre. Sauf que quelqu'un paye le prix, quelque part. Et le prix, il se paye à l'amont minier, dans des pays pauvres, en voie de développement, qui, eux, connaissent ce coût écologique-là. Pour les Européens, ça a été une très bonne opération, cette affaire. On a eu tous les bénéfices de la mondialisation sans les inconvénients, c'est-à-dire les externalités négatives. Est-ce que c'est une erreur aujourd'hui? Évidemment que oui, parce que la Chine, elle dit, bon, c'est bien gentil, c'est moi qui produis ces matériaux, et j'en paye un coût social, écologique, que je peux quantifier. Mais quitte à en payer ce coût-là, autant en tirer le meilleur parti économique. Donc plutôt que de vendre mes métaux, dit la Chine, je vais vendre la batterie. Les Chinois nous disent, Ousmane, vous les Français, vous ne faites pas du raisin de Bordeaux, vous faites du vin de Bordeaux. Oui. Vous n'allez pas vendre le raisin et laisser le vin être produit par d'autres. Vous êtes prestigieux dans le monde parce qu'on vous connaît pour votre vin de Bordeaux, pas votre raisin de Bordeaux. Bah, nous, on va être connus dans le monde pour nos batteries chinoises et pas pour nos métaux que vous allez vous transformer en batterie. Donc comme ils descendent la chaîne de valeur, comme ils gardent la valeur ajoutée, comme aujourd'hui les Chinois produisent 75% des batteries dans le monde, ce sont eux qui les fabriquent. Donc nous, aujourd'hui, en France, avec nos subventions, on subventionne des voitures qui contiennent des batteries qui ont été fabriquées en Chine. Donc en fait, nos subventions subventionnent aujourd'hui des constructeurs chinois. C'est ça la réalité. Eh bien, en fait, c'est une erreur, je réponds à votre question, d'avoir laissé filer la production de ces ressources, de n'avoir pas assumé un coût écologique inévitable, d'avoir laissé la Chine prendre le leadership, descendre la chaîne de valeur et se comporter aujourd'hui comme se sont comportés les pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, et comme ils se comportent encore aujourd'hui, en serrant le robinet, en faisant monter les prix, avec les chocs pétroliers que l'on a pu vivre. Nous allons vivre des chocs minéraux potentiellement, avec tout d'un coup un robinet qui se coupe et des pays européens qui sont dépendants de leurs nouveaux maîtres, ceux qui leur fournissent la matière. Donc c'est une énorme erreur géostratégique de l'Europe, mais aussi des États-Unis, que d'avoir laissé partir ces ressources stratégiques, la production de ces ressources de notre continent. Mais à l'heure de la transition écologique, et je vais vous poser cette question pour vous provoquer un peu, ça serait pas bizarre de réouvrir des mines en Europe? Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est une question. Oui. Ah non, mais moi je repose une question en sens inverse. On fait la politique de l'autruche. On continue, tels des hypocrites, à laisser des pays se dégueulasser. Parce que oui, c'est ça la question. Pour que moi je puisse dire, j'ai ma voiture zéro électrique, et puis je regarde à la télévision des belles publicités pour des bons gros SUV avec des centaines de kilos de matière à l'intérieur qui vous jurent que vous allez sauver la planète en achetant cette technologie-là, sans aller voir comment ça se passe dans les mines de terres rares et de lithium et autres métaux dans lesquels je suis pour partie aller. Donc, soit on ne change rien, on continue de faire la politique de l'autruche, on se comporte comme des bons hypocrites. Et on n'avance sur rien au niveau écologique, c'est ça. Et donc on laisse, notre souveraineté. On laisse les transferts de pollution se faire, on laisse quelqu'un être la poubelle de nos propres pays. Deuxième possibilité, on change radicalement nos modes de consommation. Donc mobilité douce, mobilité partagée, mobilité collective. Il y a du boulot, hein. On n'est pas prêt à cela.
Tout le monde veut sa voiture pour soi tout seul. Pour 2030, c'est infaisable pour vous? Passer à la voiture électrique d'ici 2035, ça va être fait. Aujourd'hui, il y a une date 2035 qui nous dit, à 2035, vous ne vendrez plus, on ne pourra plus vendre de véhicules neufs qui ne soient pas 100% électriques. Je pense que c'est réalisable. Et j'espère que c'est réalisable parce qu'il faut passer à l'électrique, malgré tous ses défauts. Est-ce que nos modes de consommation, dans 7 ans, auront suffisamment changé pour réduire drastiquement notre production de ces matières et baisser de facto l'impact de cette extraction dans les pays qui assument l'extraction? Je ne suis pas sûr. Je pense que nous ne sommes pas prêts à cette transition. Nous sommes prêts à la transition technologique, mais nous ne sommes pas prêts à la transition comportementale. Je pense qu'elle est beaucoup plus violente et que personne réellement ne veut en entendre parler. Donc vous, en fait, il faut réouvrir les mines chez nous et contrôler, en fait, notre impact écologique. Et donc, troisième solution, c'est précisément de assumer une partie de ce fardeau, de dire, comme je consomme... L'Europe consomme 20% des métaux produits dans le monde. Est-ce que ce ne serait pas normal que l'on produise 20%, enfin, la totalité de ces métaux-là, que l'Europe représente 20% de la production mondiale de métaux, que nous assumions le coût écologique et que de la sorte, nous ayons une transition écologique qui soit juste, qui soit solidaire. On adore dire la transition écologique doit être juste et solidaire. Ben, juste et solidaire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire on se partage les coûts de cette transition et les bénéfices, sujet cher évidemment aux Gilets jaunes, mais c'est également comment est-ce qu'on partage les coûts de la mine. On ne laisse pas, encore une fois, comme d'habitude, selon des schémas néocoloniaux éculés, des pays plus pauvres que nous, qui peuvent moins se défendre, faire le sale boulot. On partage les coûts et les bénéfices, on assume une partie de ce coût, et lorsqu'on ne peut pas l'assumer parce que, par exemple, on n'a pas suffisamment de cobalt pour nos besoins en Europe, on se tourne vers la RDC. Mais là, on dit quoi à la RDC ? On devrait dire, je pense que ce serait certainement un honneur pour la diplomatie française. La diplomatie française s'honorerait à dire « j'ai besoin de votre cobalt, mais on va travailler à ce que la valeur ajoutée du minerai reste sur le sol du Congo-Kinshasa. Que vous nous vendiez non pas le minerai, mais le métal, que vous soyez en mesure de le transformer progressivement. La RD Congo, avec la Zambie, nourrit un projet de construction d'une gigafactory, une usine de fabrication de batteries de véhicules électriques. Je ne sais pas si ça verra à jour, mais comment est-ce que nous, Français, accompagnons les pays africains pour qu'ils vendent le produit transformé avec la valeur ajoutée à l'intérieur pour que les emplois se créent en Afrique et pour que la mine soit un facteur de croissance inclusive, que le bénéfice de la transition écologique soit mieux partagé. La Chine ne le fait pas. Elle prend le minerai, elle le transforme chez elle. Elle n'en a rien à carrer de la valeur ajoutée qui pourrait rester sur le continent congolais. Est-ce que c'est un accaparement c'est du commerce. C'est du commerce à son avantage et c'est un accaparement de ressources évident. Nous, Européens, et la France, peut avoir une voie différente et un projet différent à porter qui puisse justement être intéressant pour les Africains et notamment pour les Congolais, si on disait, eh bien nous on va travailler à ce que la valeur ajoutée reste chez vous, est-ce qu'il y a un bon partage des bénéfices de la transition énergétique, contrairement précisément à ce que fait la Chine quand on voit la façon dont elle se comporte, notamment dans ce pays. Donc en gros, c'est pour ça que vous dites que la transition écologique doit aussi s'aligner sur nos valeurs, c'est ça? On ne peut pas parler de transition écologique et mettre de côté nos fameuses valeurs? En fait, si vous voulez, la transition écologique, si on l'amène avec notre attitude business as usual, en gros rien ne change, on est en train de reproduire au XXIe siècle, au siècle des métaux, toutes les erreurs que nous avons commises au XXe siècle, durant le siècle du pétrole. On va se retrouver avec des nouveaux problèmes écologiques, des nouveaux problèmes économiques, dépendance à certains pays producteurs et nouveaux problèmes géopolitiques, parce que qui demain déploiera son armée autour des gisements les plus stratégiques de métaux pour les sécuriser. Vous voyez potentiellement les risques de conflits qui germent ici. Donc évidemment, la question de nos valeurs se pose. Mais elle se pose, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit évoluer déjà les opinions européennes, mais aussi les gouvernements européens. Les gouvernements européens sont rentrés dans la transition énergétique 2.0. Ils disent, c'est pas tout d'avoir les métaux, il faut qu'ils soient extraits selon des valeurs qui soient acceptables, qui soient cohérentes avec les nôtres. Pas de travail des enfants. Normes ESG respectées. ESG, c'est normes écologiques, sociales et de gouvernance. Mais également recyclage de la matière première pour pouvoir utiliser des métaux recyclés. Donc on va recycler ce que l'on utilise et on va réutiliser ce que l'on a recyclé. Sourcing éthique, ça rejoint les normes ESG. Tout ça, ce sont nos valeurs de pays en développement que nous voulons nous appliquer à nous-mêmes et que du coup, nous commençons à appliquer
en amont de la chaîne de valeur à ceux qui produisent ces métaux pour nous, pour qu'il y ait une forme de communauté de destin, pour reprendre un terme chinois, entre les Européens d'un côté et les pays producteurs de l'autre, qui partagent en fait les mêmes règles de production, parce que les consommateurs et les producteurs s'entendent autour de ces règles communes. Ça, ce serait la transition énergétique que je souhaite, celle qui permettrait d'aligner nos valeurs avec et d'aligner nos pratiques avec les grandes déclarations qui sont faites à la COP 21 ou à la COP 27, par exemple. Ouais, mais avec autant de pays de gouvernance différentes, c'est très compliqué. Il commence à y avoir des regroupements de pays qui veulent s'entendre autour de normes d'extraction partagées. Et je pense notamment au Mineral Security Partnership. C'est une initiative américaine, mais qui rassemble notamment les pays de l'Union européenne, y compris la France. Ça, c'est pour la partie pays consommateurs, mais des pays producteurs, notamment la RD Congo, notamment la Namibie et notamment la Zambie. L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais un level playing field, c'est-à-dire des normes partagées d'extraction. Ces pays qui font partie de ce bloc-là, le Mineral Security Partnership, s'entendent sur des normes communes d'extraction et ne vont pas se faire la course à l'échalote pour tenter de prendre l'avantage sur tel ou tel terrain minier. Elles partagent ces normes de production. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on aligne nos normes, nos actions sur les grandes déclarations. L'idée aussi, c'est d'exclure la Chine de ces marchés. Si on arrive à appliquer cela et à en faire les normes de référence, on considère, ou on fait le pari côté américain, que les Chinois ne pourront pas s'aligner sur ces normes-là, ne pourront pas ou ne voudront pas, et donc on exclut la Chine de ces marchés qui, eux, au contraire, s'entendent sur ces normes minimales. C'est une façon de reprendre l'avantage, quelque part, de reprendre pied sur des terrains que la Chine aujourd'hui occupe, mais en les mettant en dehors, en les jetant à l'extérieur de ces pays, en les prenant sous l'angle de la norme qu'ils ne peuvent pas respecter. D'accord. Donc pour vous aussi, la technique pour aider ces pays pour extraire, c'est qu'il faut faire du win-win, c'est-à-dire aussi les aider à extraire. Il faut de la patte de la France pour qu'ils puissent avancer, par exemple. La France, d'abord, a une relation privilégiée avec nombre de pays africains, qui aujourd'hui est une relation en souffrance, et même, je dirais que d'où ma question. Est-ce que ça pourrait faire évoluer les choses? Oui. Mais évidemment que si la France venait avec un discours beaucoup plus offensif sur le gain qu'elle pourrait... parce que la France a les technologies. Elle maîtrise certaines technologies de raffinage, elle maîtrise certaines technologies de transformation de matériaux, elle maîtrise la partie anode, la partie cathode. La preuve, il y a des gigafactories qui se construisent en France. Donc la France a une forte proposition de valeur ajoutée à proposer à l'Afrique ici. C'est peut-être dans l'intérêt de la France de dire, à l'heure où on s'inquiète de l'immigration incontrôlée africaine vers la France, de dire, écoutez, enrichissez-vous sur votre continent, et puis vous aurez d'autant plus envie de rester en Afrique que nous vous aurons aidé, nous vous aurons accompagné dans cette démarche d'enrichissement grâce à ces matériaux. Je crois au capitalisme, je ne suis pas du tout anticapitaliste, donc la France a une voie singulière à proposer, et l'Europe en général. Et on ne peut pas agir seul, nous Français, il faut que nous agissions vraiment au niveau de l'Union européenne, ce qu'elle fait. Et je pense que c'est un message singulier par rapport au message chinois et à la pratique chinoise, qui en fait est une pratique colonialiste, le nouveau colonialisme du XXIe siècle. On va se servir chez les autres, on pille, parce que clairement c'est du pillage, on garde la valeur ajoutée, et puis peu importe ce qui se passe derrière. Et je pense que là, il y a un espace. Mais je ne dis pas que, de l'acte, de la parole à l'action, je ne dis pas qu'évidemment la voie n'est pas difficile et semée d'embûches. Mais on a l'air d'être tellement en retard. La Chine a tellement la main mise. Est-ce que c'est encore possible? Parce que ce que vous dites est tout à fait clair, mais est-ce que c'est possible? Parce qu'on se demande pourquoi la France ou encore l'Union européenne sont tellement en retard. Le grand pari, notamment avec l'Inflation Reduction Act, la loi de réduction de l'inflation américaine, qui a été passée récemment par l'administration Biden, c'est de rattraper ce retard grâce à un choc fiscal, un choc de subventions. L'Europe verse énormément de subventions à l'accompagnement de l'aval de la chaîne de valeur. On n'en parle pas suffisamment parce que quelquefois ces subventions sont, souvent même éparpillées entre pays. Mais si on fait l'addition de toutes ces subventions-là, l'Europe est une puissance économique qui, par la voie de la subvention, tente de rattraper progressivement son retard en venant regagner des parts de marché sur l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire notamment la fabrication des batteries. Simplement, la Chine aujourd'hui, elle produit 75% des batteries des véhicules électriques. C'est un énorme avantage. Et si on regarde des projections
à 10 ans environ, ces 75% seront peut-être devenus 65%. On aura regagné un petit peu, mais il n'en reste pas moins que la Chine continuera de produire les 2/3 de ces batteries. Et la Chine, aujourd'hui déjà, produit plus de la moitié des véhicules électriques dans le monde, avec des marques comme BYD, des marques chinoises, qui arrivent sur le marché français et qui sont très compétitives, qui se vendent moins cher que des véhicules français, et donc qui vont séduire les consommateurs européens et français en particulier. Donc, quand vous me dites, est-ce qu'on va pouvoir rattraper notre retard? Je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je vois, c'est 20 ans d'avance pris par la Chine, qui a compris que nous basculons dans le monde de l'après-pétrole et que ce monde de l'après-pétrole est un monde de métaux et que si elle tenait la ressource, elle était capable de descendre la chaîne de valeur et de tenir les industries de la voiture électrique notamment. Et rattraper ces 20 ans de retard aujourd'hui, compte tenu de l'avance chinoise, de la force de frappe chinoise, et malgré effectivement notre politique ambitieuse de subvention, ça ne va pas être simple. Objectivement, ça ne va pas être simple. Donc la messe n'est pas dite, mais nous sommes engagés dans une course, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre à jour mon livre La guerre des métaux rares, dans une édition mise à jour et augmentée, pour pouvoir raconter comment l'empire, entre guillemets, occidental, contre-attaque les forces de l'Occident, mais aussi ses faiblesses face à cette avance chinoise. Sur les océans, on en est où au niveau européen et français? D'abord, la France est une puissance océanique. C'est une puissance terrestre, mais c'est surtout une puissance océanique. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. On oublie qu'on a 11 millions de kilomètres carrés de possession maritime. C'est notre ZEE, notre zone économique exclusive. C'est-à-dire que si on fait un trait de côte à 370 km de nos côtes et qu'on dessine ce trait de côte, mais cette fois-ci dans la mer, et bien en fait l'ensemble de ces territoires marins, et si on tient compte du fait que nous avons des possessions un peu partout sur les océans, alors on réalise qu'on est le deuxième plus grand territoire maritime au monde. 11 millions de kilomètres, c'est quand même 20 fois la surface de la métropole française. C'est énorme. Et ces zones maritimes regorgent de métaux. Et donc la question se pose, est-ce qu'on va extraire ces matériaux dans nos zones économiques exclusives? De le faire nous-mêmes. Et tous les pays qui possèdent des zones économiques exclusives se posent la même question. Au-delà de ces zones économiques exclusives, il y a ce qu'on appelle la haute mer, et ça appartient à tout le monde. C'est un bien commun de l'humanité. Mais là aussi, la question se pose, est-ce qu'on n'irait pas extraire ces matériaux dans des zones bien particulières du Pacifique, notamment, qui regorgent de ces matériaux? Et c'est là qu'on a vu surgir dans l'actualité le nom d'une entreprise canadienne qui s'appelle The Metals Company, qui dit « Mais moi, je vais extraire pour le compte d'une île du Pacifique, Nauru, des matériaux au fond des océans. » Et là, il y a eu un débat. D'abord écologique, les scientifiques ont dit, mais attendez, est-ce que vous maîtrisez, est-ce que vous avez conscience de l'impact écologique d'aller extraire ces matériaux qui à peut 5000 mètres de profondeur? Oui. On parle quand même d'une transition écologique durable, responsable, soutenable. Est-ce que ces trois mots sont associables au fait d'aller racler le fond des mers pour extraire ces métaux? Récemment, et ça date de juillet, les pays membres de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est une branche de l'ONU établie à Kingston en Jamaïque, se sont retrouvés pour discuter de l'écriture et de la publication d'un code minier qui encadrerait potentiellement ces pratiques-là, sur lesquelles cette société, The Metals Company, se veut pionnière. Et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et on a repoussé les discussions à 2025. Donc, il n'y a pas de code minier. En l'absence de code minier, qu'est-ce qui va se passer? Certains disent, puisqu'il n'y a pas de code minier, en l'absence de réglementation, on peut faire ce qu'on veut. Oui. D'autres disent au contraire, il faut attendre ce code minier, qui va peut-être être publié en 2025, sur lequel il va y avoir un accord, pour pouvoir éventuellement commencer ou non à extraire. On perd du temps. On est, pour le moment, dans un espèce d'état assez mouvant. Il semblerait que les opérations d'extraction ne vont pas commencer tout de suite. En tout cas, la situation est très instable et il y a beaucoup d'inconnus qui entourent la possibilité que, effectivement, concrètement demain, certaines entreprises commencent à aller racler le fond des mers pour, je le rappelle, produire des batteries de véhicules électriques. Voilà. Est-ce que demain, nous irons repousser, étendre la main de l'homme, y compris en 3D, à 5000 mètres de profondeur, jusqu'au fond des mers, pour faire la transition? Moi, j'espère que non. Parce que je pense d'accord, c'était ma prochaine question. J'espère que non. Bonne ou une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, autant je suis pour la réouverture des mines, notamment en France, parce que, qu'on le veuille ou non, il va falloir produire plus de métaux pour la transition énergétique.
L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il va falloir produire en 2040 42 fois plus de lithium qu'en 2020 pour tenir les engagements de Paris. En 2035, pour les seuls besoins de la voiture électrique, en 2035, il aura fallu ouvrir, à l'horizon 2035, 300 à 400 mines dans le monde pour nourrir notre besoin de métaux. Donc on est obligé de les ouvrir, ces mines, qu'on le veuille ou non. Sur Terre, oui, mais donc je réponds à la question, pas dans les océans. Parce que je pense qu'on fait sauter un plafond de verre, une limite psychologique qui est celle de ne pas étendre la main de l'homme sur les écosystèmes. Moi, quand j'ai pleuré comme tout le monde en décembre 2015 devant ma télévision en voyant 195 délégations qui s'embrassaient juste après le coup de marteau de Fabius, j'ai pleuré parce que j'espérais qu'on limiterait la main de l'homme sur les écosystèmes. Et non pas qu'on se retrouverait ici à parler de la question de savoir si on l'étend. Et donc là, il y a une contradiction totale entre l'objectif affirmé et les moyens qu'on emploie pour atteindre ces objectifs qui sont contradictoires avec l'objectif. Donc pour cette seule raison-là, je suis résolument contre l'exploitation des océans. Je pense que c'est complètement contradictoire avec l'esprit des accords de Paris. Vous préconisez d'ouvrir des mines, notamment pour les voitures électriques. C'est véritablement une bonne idée, ces voitures électriques? Soyons francs. Les voitures électriques, c'est la moins mauvaise des solutions. Voilà, c'est la moins mauvaise, mais au final, dans quelques années, est-ce qu'on va pas se poser la même question encore une nouvelle fois? D'abord, une voiture électrique... Parce que même les constructeurs se posent des grandes questions. Et pour que les constructeurs se posent des questions carrément sur la voiture électrique, c'est qu'il y a un problème. Une voiture électrique est aussi propre que les métaux qu'elle contient et de la façon dont ils ont été extraits. Elle est aussi propre que l'électricité qui a été nécessaire pour raffiner ces métaux. Quand ils sont raffinés en Chine, avec une électricité qui provient à 75% du charbon et du pétrole, vous avez un problème. Elle n'émet pas de CO2 quand vous roulez, mais elle a émis du CO2 pour la fabriquer. Et la voiture électrique est aussi propre que l'électricité à la borne de recharge. Donc en France, c'est bien, parce qu'on a du nucléaire, et donc du coup, c'est zéro émission. Ça émet des déchets nucléaires, j'en ai bien conscience, mais c'est quasiment zéro émission ou peu d'émissions de carbone à la production même de l'électricité. En revanche, si vous roulez avec une voiture électrique en Chine, où encore une fois, ce sont des centrales à charbon qui fournissent l'électricité de la borne de recharge, vous avez un coût CO2 qui est réel. Malgré tout, globalement, la marge vers l'électrique, en termes d'émissions de CO2, est nécessaire parce qu'elles émettent globalement moins de CO2 qu'un véhicule thermique. En revanche, tous les risques écologiques, tous les impacts écologiques associés à la mine, eutrophisation des sols, acidification des océans, impact sur la pénurie de ressources, impact sur la biodiversité, ça, ce sont des coûts environnementaux qui, pour certains d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, s'avèrent plus élevés pour la voiture électrique que pour la voiture thermique. Donc moi, je crois qu'il faut aller vers l'électrique parce que le grand sujet, la grande urgence, c'est le réchauffement climatique. Néanmoins, je pense qu'on est en train de recréer des problèmes, différents problèmes écologiques, dont on ne prend pas conscience parce que toute notre attention est portée sur les émissions de CO2, mais on ne voit pas tous les autres postes de pollution, et on va se prendre tout ça dans la figure dans 25-30 ans. Donc vous me mettez dans une situation, avec votre question, dans une situation extrêmement inconfortable. Ma réponse est inconfortable. Il faut aller vers l'électrique, mais pas n'importe comment. Si on croit qu'en remplaçant le parc thermique parce que c'est par une du idée qu'on 100% diffuse électrique, un petit peu partout, ça va sauver la planète. Non, mais on se met le doigt mais complètement dans l'œil. C'est une aberration, c'est une illusion collective. C'est un mythe collectif qu'on est en train de reconstruire. Si on n'accompagne pas cette transition technologique, de transition comportementale, si on ne se pose pas la question de la masse roulante des véhicules, de la taxation des SUV, si on ne se pose pas la question de la mobilité partagée, de la mobilité collective, on n'ira nulle part avec cette transition. J'ai envie de croire que par la force des choses, acculés à devoir changer dans un monde qui se réchauffe, et on comprend les limites que nous sommes en train de toucher, que les opinions vont potentiellement évoluer plus vite, du moins en Europe. J'ai vécu aux États-Unis, ils sont à des années-lumière en termes de changement comportemental par rapport à nous les Européens. Mais j'ai envie de croire que ce changement comportemental puisse se faire. Mais si on ne le fait pas, alors la voiture électrique sera une douce illusion. En tout cas, pour le moment, la direction qui est prise... Elle n'est pas bonne. Elle est très mauvaise. 55% des voitures électriques vendues aujourd'hui sont des SUV. Voilà, ça, c'est pas très rassurant. Et c'est ce que j'évoque notamment dans la nouvelle préface de La guerre des métaux rares que j'ai mise à jour. Et aujourd'hui, il y a des SUV qui vont être commercialisés sur le marché à la fin de 2023 qui pèsent 2 tonnes 975. Si vous ajoutez le chien, le mari, les enfants et les bagages, vous êtes à la limite de 3 tonnes 5. 3 tonnes 5, c'est la limite au-delà de laquelle vous ne pouvez plus conduire votre SUV avec un permis A, mais avec un permis poids lourd, un permis B.
Donc est-ce que nous sommes en train, avec la transition énergétique, d'accroître la masse roulante, le volume, la masse des véhicules? Oui, ils sont globalement plus lourds que les véhicules thermiques, à volume d'habitacle légal. Et est-ce qu'on n'accélère pas encore davantage cette tentation de vouloir faire des véhicules toujours plus gros? Évidemment oui, avec ces aberrations que je viens d'évoquer. C'est criminel de fabriquer un SUV de 2 tonnes 975 avec un poids total autorisé en charge qui frise les 3 tonnes 5, au-delà desquels vous avez besoin d'un permis poids lourd pour les conduire. Si c'est ça la direction de la transition énergétique, je suis très, très inquiet. Dernière question pour vous taquiner un petit peu. Fin du ticket de caisse, fin de l'argent liquide. On prend la direction de la dématérialisation. Pour vous, c'est une bonne idée ou c'est néfaste? En fait, les deux piliers de la transition énergétique, c'est la transition verte et la transition vers le numérique qui dématérialise nos modes de vie. Aujourd'hui, ce sont deux messages très puissants qui laissent penser qu'on peut continuer à ne rien changer à nos modes de vie. On va continuer à croître, à développer nos économies, à nous enrichir, tout en étant capable, grâce à la technologie, de basculer vers des nouvelles technologies vertes et numériques qui dématérialisent. Après tout, envoyer un email, c'est moins impactant pour la planète que d'envoyer une enveloppe, une lettre pour laquelle il faut du papier, de l'encre et puis une voiture qui transporte la fameuse lettre. Pour autant, l'après-papier est un leurre. En fait, aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de papier qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le coût du papier, le prix du papier, atteint des sommets, avec des variations, mais il est toujours plus cher. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a un effet induit du numérique, notamment du e-commerce, qui en fait vous conduit, parce que vous allez, grâce à Amazon.com, acheter des produits en ligne, eh bien à devoir les envelopper dans du carton. D'où le papier. Donc du papier. Okay. Et donc en fait, il y a une consommation accrue de papier pour les besoins du numérique. Donc il y a un surplus. Cette nouvelle consommation-là eh bien, entre en conflit d'usage avec, par exemple, les besoins de mon industrie, qui est celle de l'édition. Ironie de l'histoire, un de mes livres aurait pu ne pas être publié, ou en tout cas pas dans le nombre d'exemplaires souhaités, parce qu'on manquait de papier. Parce qu'en fait, le papier est plutôt destiné à l'industrie du carton, qui est plus rentable pour les producteurs de carton et pour les besoins précisément du e-commerce. Donc en fait, un effet induit du numérique, c'est la production typiquement de carton, pour pouvoir justement accompagner l'essor du e-commerce. On arrive à la situation qui est qu'on n'a jamais autant consommé de papier qu'aujourd'hui, que le prix de la pulpe de papier atteint des sommets, et donc on n'est pas du tout dans une forme de dématérialisation. Donc tout ce message autour de la protection des forêts, du fait que l'on va moins couper d'arbres, parce que nous allons passer au numérique, c'est pas vrai. En fait, nous continuons d'être dans la civilisation du papier. Nous ne remplaçons pas la civilisation du papier par la civilisation du métal. Nous additionnons la civilisation du papier qui perdure, évidemment, à la civilisation du métal, puisqu'il faut en plus des métaux pour pouvoir fabriquer les interfaces, les téléphones, depuis lesquels vous passez votre commande sur Amazon.com ou sur Fnac.fr. Donc en fait, les métaux viennent s'additionner aux besoins de papier, et l'âge des métaux nourrit la consommation de papier. Donc l'âge de la dématérialisation est un leurre absolument complet. On ne dématérialise rien du tout. Notre modernité, Ousmane, est effroyablement matérielle et elle est effroyablement matérialiste. Pour finir, que faudrait-il faire? En fait, les solutions purement technologiques sont des fausses solutions. D'accord, c'est bon de l'entendre parce que c'est pas l'idée générale qui est transmise. Non pas qu'il faille pas y aller, mais elles sont des fausses solutions si on pense qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Donc évidemment que je suis pour la transition numérique, je vis avec mon temps. J'ai besoin du numérique pour écrire sur le numérique, voire être critique à son endroit. Par ailleurs, j'ai besoin des technologies vertes. Et je préfère, encore une fois, me chauffer avec un panneau solaire qu'avec une centrale à charbon. Mais la réelle solution, les questions fondamentales que pose la transition énergétique, ce sont, on l'a dit, des questions comportementales. Ce sont des questions éminemment politiques. Comment est-ce que nous allons faire coïncider écologie et démocratie? Est-ce que nous allons céder aux sirènes chinoises et russes qui disent qu'il faut des États autoritaires pour imposer une transition radicale? Ou est-ce qu'au contraire, nous allons dire, Européens et Français, nous avons un modèle de transition écologique qui coïncide avec la transition démocratique parce que nous sommes capables de mettre au Conseil économique, social et environnemental des citoyens qui vont proposer une direction à cette transition et nous allons la faire ensemble et de façon inclusive. De la même façon, ça pose des questions de juste partage du fardeau. Qui va payer pour cela? Jean Pisani-Ferry, économiste,
économiste nous a dit récemment qu'en France, la transition énergétique allait coûter 300 milliards d'ici les 7 prochaines années. Qui va payer pour cela ? Et c'est là que l'on voit qu'il y a des tensions déjà qui apparaissent en France autour du juste partage de l'effort, du fardeau financier de cette transition. Est-ce que les pouvoirs publics prennent tout ou est-ce qu'il y a... Et puis les pouvoirs publics peuvent financer, mais comment derrière la politique fiscale, comment la politique fiscale répartit-elle le fardeau, l'effort ? La crise des Gilets jaunes, c'est la première crise sociale de la transition écologique. C'est le jour où l'État a dit on va faire payer plus cher à la pompe à essence, et le bénéfice de ce gain va être redistribué pour financer la transition énergétique. Donc ça consistait à faire payer quelqu'un pour faire bénéficier quelqu'un d'autre. Et là, on a su ce que ça a donné. Ces sujets-là, ils sont devant nous. Comment est-ce que la fiscalité, et donc ça c'est une vraie question, ce sont des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus politiques, d'ordre démocratique, d'ordre social que pose la transition énergétique, comment la politique fiscale tiendra-t-elle compte des tensions en germe pour en faire une transition qui est juste. Donc il y a d'immenses enjeux de partage, il y a d'immenses enjeux de partage des bénéfices et des coûts, de la décision politique, de la décision publique, pour pouvoir tous ensemble, collectivement, aller vers un destin partagé et communément accepté, et d'immenses enjeux, évidemment, de transition comportementale, pour pouvoir précisément aller vers des technologies qui devraient être plus simples, plus faciles d'utilisation, moins complexes, mais également plus petites, plus douces, et ne pas céder au contraire de notre lubie actuelle, si je puis dire, de notre fascination actuelle pour le tout technologique et au risque de l'impossibilité de réaliser ces transitions. Donc il y a en germe toutes ces questions-là qui sont progressivement traitées, mais qui montrent bien que l'aspect purement technologique n'est que la surface des choses et que en deçà de cela, si on creuse un peu plus profondément, pour ne pas vouloir faire de jeu de mots, alors il y a tous ces sujets bien plus prégnants. Guillaume Pitron, merci d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur QG.